Alors on est parti donc sur des problèmes de convexité de barycentre. Donc c'est le son sur barycentre, convexité, avec en plus le petit plus, c'est qu'on va parler de ON. Donc le groupe orthogonal ON dans R. Voilà. Alors, on a besoin de savoir au départ des petites choses. Bon, bah, ON est un compact. Des petites choses sur les barycentres. Alors, peut-être qu'il y a des choses classiques sur les barycentres, sur ce que c'est que l'enveloppe convexe, hein, que l'enveloppe convexe d'une famille. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Karateodori, hein, qui va dire que quand on est en dimension n, on est dans un espace vectoriel de dimension n, et qu'on prend l'enveloppe convexe, on va prendre un compact, eh bien, son enveloppe convexe, chaque point de l'enveloppe convexe va être barycentre de au plus n plus 1 point du compact. Hein, c'est-à-dire que le théorème de Karateodori va dire par exemple que si je prends ces 4 points et que je regarde l'enveloppe convexe des 4 points, donc effectivement je vais avoir besoin de couleurs, alors soit, comme je suis dans le plan, ici on a n égale 2, eh bien chaque point de l'enveloppe convexe est soit ici, bon, soit les deux à la fois, mais là c'est bon, eh bien soit ça va être, on va avoir 3 points ici, tels que ce point-là est barycentre, évidemment à coefficient positif de ces 3 points, ou alors de ces 3 points. Mais on a toujours un nombre fini de points du compact dont on est parti pour créer l'enveloppe convexe et qui nous donne chaque point de l'enveloppe convexe. Et donc, en général, donc ici, on en a n plus 1. D'où vient le théorème de Karateodori? C'est assez simple, c'est que quand on a 4 points, eh bien, ils sont affinement liés ici, dans le plan. 3 points dans le plan ne sont pas affinement liés, mais 4 points sont affinement liés. Donc, si un point est dans l'enveloppe convexe, c'est que forcément, il est barycentre à coefficient positif de ces 4 points. Mais il y en a un qui est excédentaire, c'est un peu comme les parties génératrices par rapport à des parties libres. Là, on peut extraire n plus 1 points dans la famille. Voilà, donc ça c'est un théorème que je supposerai. Je supposerai aussi à un moment Hahn-Banach géométrique, c'est-à-dire quand on a un point, on a un point et un convexe compact, alors on a un hyperplan de séparation. Hein, donc ça c'est important. On parlera aussi, alors toujours, ça c'est intéressant, hein, mais de Krein-Milman. Donc si on prend un convexe compact, alors il est l'enveloppe convexe de ces points extrémaux. Mais on ne l'utilisera pas, on en parlera à un moment juste comme ça. Il y a aussi la notion justement de points extrémaux, c'est-à-dire que bon, quand on a une partie, donc on va encore prendre une partie convexe et compacte, et ben, ces points extrémaux, ça va être des points qui ne peuvent pas se voir comme barycentres d'autres éléments de ce convexe compact. C'est-à-dire, ici, le carré plein, ces points extrémaux sont comme ceci, parce que dès que vous avez un point M, et s'il est barycentre de lambda n lambda, comme ça, et n' lambda prime, avec lambda et lambda prime positif, alors forcément, ou strictement positif, alors forcément n égale n prime égale m, avec n prime bien sûr appartenant à K1, s'ils sont dans le compact. Voilà. Donc une fois dit toutes ces choses, on va pouvoir énoncer les théorèmes. Donc le théorème, c'est le théorème suivant. Donc, on considère l'espace Mn de R muni de la norme
2, je vais l'appeler, je l'appellerai juste n, c'est la norme subordonnée à la norme 2 de Rn. Donc ça, c'est une norme d'algèbre, on le sait. Eh bien, on va avoir que la boule unité soit B égale l'ensemble des matrices, on va dire M, telles que la norme de M est inférieure ou égale à 1. Alors, cette boule unité, c'est l'enveloppe convexe de ON, le groupe orthogonal, l'ensemble des M, tels que M transposé M égale identité. Et donc, voilà comment on obtient la boule unité de N à partir de ON, et réciproquement, eh bien, ON est l'ensemble des points extrémaux de B. Voilà. Alors, c'est assez marrant, parce que B, on a l'impression que ces points extrémaux, c'est la sphère unité pour N. Mais non. En fait, c'est plus précis, c'est inclus évidemment dans la sphère, mais ce n'est pas la sphère. Il y a plein d'éléments de la sphère qui ne sont pas extrémaux, et ça on va le voir tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais peut-être démontrer d'abord 2, parce que en fait, 1 se déduit assez facilement de 2 avec le théorème de Krein-Milman. Bon. Regardons donc 2. On peut montrer que on va appeler l'ensemble des points extrémaux de B. Et il faut montrer la double inclusion. Donc ON est inclus dans I. Donc il faut montrer que tout élément de ON est un point extrémal. Donc on va prendre une matrice M dans ON. Qu'est-ce qu'il faut montrer? On va montrer que si M est égal à lambda N plus lambda A, allez, plus 1 moins lambda B avec lambda compris entre 0 et 1, okay, et AB dans B, je vais mettre un B plus comme ça pour faire la différence, voilà. Alors, A égale B égale M. Comme ça, on verra bien que c'est comme tout à l'heure avec mon carré, ce sera bien un point extrémal. C'est ça la définition. Alors, allons-y. On va prendre X, un vecteur de l'espace Rn. On va le prendre de norme 1. Donc, on a 1 qui est égal à la norme de X, qui est égal à la norme de Mx. Ah oui, parce que M est dans OM. Qui est égal à lambda AX plus 1 moins lambda BX, qui du coup est inférieur par l'inégalité triangulaire, et le fait que lambda et 1 moins lambda sont positifs, à ceci. Voilà. Mais maintenant, AX comme A est dans la boule, forcément, par définition de la boule, ça veut dire que ça, c'est exactement l'ensemble des A, tel que norme de AX est inférieure ou égale à 1 si X est inférieur ou égal à 1. Ça va être la définition, finalement, de notre boule. Donc ici, ça va être inférieur ou égal à lambda plus 1 moins lambda, donc 1. Ce qui va faire que, finalement, on a 1 ici, et on a ici une égalité.
partout. Donc, je vais regarder cette égalité-là et cette égalité-là. Alors, je vais regarder cette première égalité. Alors, ça veut dire que j'ai une norme euclidienne, parce que ça, c'est la norme euclidienne de Rn, et j'ai un cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire. Ça veut dire que lambda à x est positivement collinéaire à 1 moins lambda bx. En gros, ça veut dire aussi que A est collinéaire à B. D'accord? Alors maintenant, j'ajoute ça au fait que ici, j'ai une égalité avec 1. Donc ici, j'ai quelque chose qui est inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est inférieur ou égal à 1. 1 moins lambda, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, et là, c'est égal à 1. C'est-à-dire, c'est égal à lambda plus 1 moins lambda. Forcément, quand je vais passer ça de l'autre côté, que je vais dire que c'est égal à 0, et que je vais avoir la somme de deux éléments positifs qui sont nuls, donc ça va vouloir dire que AX égale 1 et BX égale 1. Puisque ce sera nul. Donc maintenant, ça veut dire que, comme c'était vrai, quel que soit X, on vient de voir que A et B sont dans ON, qui respectent la norme. Maintenant, puisqu'ils respectent la norme ici, eh bien, ça va nous faire que, comme ils sont proportionnels, de plus, d'après ceci, A et B sont proportionnels. Pourquoi? Parce que ici, c'est de norme 1, tout ça, c'est positif, c'était positivement, hein. Ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, et donc ça c'est de norme 1. Donc, mu ne dépend pas de x. J'aurais dû écrire ici mu x, mais en fait, mu ne dépend pas de x. Et A et B, ils sont carrément proportionnels indépendamment de x. Donc, mu indépendant de x. Et donc, comme ils sont proportionnels, ça veut dire que B égale, B égale A, en fait. A égale B. Parce qu'ils sont positivement proportionnels. Et donc, ça fait forcément, comme ils sont tous les deux dans ON, ils sont forcément égaux. Donc, finalement, ça fait que M égale lambda A plus 1 moins lambda A égale A, et donc égale B. Voilà. Donc, on a montré que tout point de ON est extrémal par la définition d'être extrémal. OK. Alors maintenant, deuxièmement, il faut montrer que tout élément de sigma est dans ON. C'est-à-dire qu'il faut montrer que si, on va dire, n n'appartient pas à ON, alors n n'appartient pas à sigma. On va prendre donc un élément n qui n'est pas dans ON, et on va montrer qu'il n'est pas extrémal dans la boule. Donc on va trouver deux éléments de la boule qui sont distincts de n et dont le barycentre, on va carrément prendre le milieu, est égal à n. Parce que de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut toujours se ramener au milieu. Là, on peut. Donc ici, comment on va faire? Donc ici, comme n n'appartient pas à ON, on va avoir une décomposition polaire n égale OS avec S différent de l'identité. Alors, encore une fois,
j'ai appelé la matrice N comme la norme. Donc là, c'est embêtant. Donc je vais effectivement ici l'appeler N2. Ce sera plus clair, ou avec un N calligraphique. Alors, qu'est-ce que c'est que, je rappelle ce que c'est que N2 de matrice A. Eh bien, dans la décomposition polaire, ça va être N2, donc on sait que c'est N2. Si sa décomposition polaire, c'est O'A, SA. Alors, je prends sa décomposition polaire dans un cadre assez général, c'est-à-dire, il n'y a pas unicité, mais A n'est pas inversible. Et je sais qu'il existe, sans être unique, une décomposition polaire. Mais bon, ici, je sais que OA n'est pas unique, mais SA est unique. Parce que SA, ça va être la racine carrée de A transposé A. Donc, comme c'est N2, ben c'est N2 de SA. Et N2 de SA, comme SA est diagonalisable en base orthonormée, on sait que c'est le max des valeurs propres lambda du spectre de SA. Parce que SA est dans Sn+. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, je sais ici que mon S, ici, le spectre de S, ça va être lambda 1, inférieur à lambda 2, inférieur, etc., inférieur à lambda n. OK? Comme n est dans n appartient à la boule unité, eh bien, n2 de n est inférieur ou égal à 1, ce qui fait que n2 de s est inférieur ou égal à 1, puisque c'est pareil. Et donc, ici, on va avoir le max, ici, ça c'est inférieur ou égal à 1. Okay? Et ça c'est positif. Bon. S est différent de l'identité. Donc je sais que lambda 1, ça ne peut pas être 1. Sinon, on aurait 1 partout. Et comme S est diagonalisable, on aurait S égale identité. Donc, lambda 1 est inférieur à strictement ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une matrice N epsilon qui est égale à OS epsilon avec S epsilon, bon, comme S est égal à, elle est diagonalisable en base orthonormée, hein, elle s'écrit comme ceci. Je vais prendre S epsilon, P D epsilon P transposé, avec D epsilon, je vais prendre lambda 1 plus epsilon, et ensuite je vais prendre lambda 2 jusqu'à lambda n. Je vais juste ajouter epsilon, avec epsilon suffisamment petit pour que ça ne dépasse pas un epsilon strictement positif. Et pareil, je vais mettre S moins epsilon, c'est OS moins epsilon, avec ici un moins epsilon. D moins epsilon, je vais mettre moins epsilon. Ce qui va faire, ici, je garde le même P, ce qui va faire que par linéarité, d'accord, je vais avoir n epsilon plus n moins epsilon sur 2, ça va être égal à n. Et pourtant, le spectre de n epsilon, c'est égal au spectre. Évidemment, je vais avoir la même décomposition polaire ici, S epsilon. Et ça va prouver que tout ça, c'est inférieur à 1. Parce que tout ça, c'était inférieur à 1. Epsilon est suffisamment petit pour que ça ne perturbe pas. Et donc, ça veut dire que n epsilon et n moins epsilon sont encore dans la boule. Voilà. Donc, ça veut bien dire que n
n'est pas dans sigma, puisque ce n'est pas un point extrémal. On a pris évidemment des éléments différents. Voilà, voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, on a finalement le théorème de Krein-Milman qui nous dit, ici, on peut se ramener à 1, c'est-à-dire que le théorème de Krein-Milman, il nous dit que la boule, ici, eh bien, c'est l'enveloppe convexe, c'est égal à l'enveloppe convexe de ces points extrémaux. Et on vient de voir que les points extrémaux, c'était ON. Donc, on a ça. Maintenant, si on veut éviter le théorème de Krein-Milman, qui est quand même un petit peu compliqué, on peut essayer de montrer directement 1 de la manière suivante, et c'est assez joli. D'abord, donc il faut montrer quoi? Il faut montrer que la conve de ON est inclus dans B. Alors, ça, c'est assez facile de le voir parce que quand on prend, donc justement avec le théorème de Caratello-Dori, on va prendre M dans conve de ON. Donc ça veut dire que M, c'est une somme de lambda I est égal à 1 à n plus 1, d'après le théorème de Caratello-Dori dont j'ai parlé tout à l'heure, de NI avec NI appartenant à ON. Voilà. Et donc, quand on va prendre la norme 2 de M, ça va être inférieur, alors avec les lambda I évidemment strictement positifs, et la somme des lambda I est égale à 1, évidemment. Donc ici, par l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur ou égal à la somme des lambda I, norme de 2 de NI. Comme ils sont dans ON, eh bien, évidemment, la norme 2 est égale à 1. Donc ça fait somme de lambda I et c'est égal à 1. Voilà. Donc ça pose pas trop de problème. Maintenant, il faut montrer que B est inclus dans conve de ON. On va supposer, par l'absurde, que M appartient à B, donc sa norme 2 est inférieure ou égale à 1, et n'appartient pas à conve de ON. Alors, ça veut dire que vous avez votre conve de ON comme ceci, vous avez votre M comme ceci, et vous avez ce Hahn-Banach géométrique qui vous permet de dire, comme ici vous avez un point et ici un compact convexe, ici vous avez une forme linéaire qui vous délimite, un hyperplan qui délimite les deux. Alors cette forme linéaire, ici, elle appartient à Mn de R étoile, c'est une forme linéaire N, et donc phi peut s'écrire comme la forme trace est non dégénérée, c'est un truc assez classique, il existe un A tel que ça s'écrit trace de A fois quelque chose. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est un phi que je peux écrire, phi indice A, parce qu'on peut lui associer, bon, alors ça c'est quelque chose d'assez classique, c'est la non-dégénérescence de la forme qui a AB donne trace de A fois B. Bien, alors maintenant, ça veut dire que la trace de AM, comme phi délimite deux parties, donc deux demi-espaces, il y a la trace de AM qui va être supérieure, donc ça va être l'équation phi de une matrice que je peux appeler par exemple C, ça c'est l'équation, c'est l'ensemble des C tel que phi de C égale alpha. Évidemment,
c'est pas un hyperplan vectoriel, c'est un hyperplan affine, donc alpha n'est pas censé être égal à 0. Et donc ça veut dire que ça, c'est supérieur ou égal à alpha, même strictement supérieur à alpha, hein, qui est strictement supérieur à la trace de A fois n'importe quelle matrice n pour n dans l'enveloppe convexe de ON, en particulier pour n dans ON, en particulier. Voilà. Et on va avoir une contradiction. Alors, j'ai pas beaucoup de place, mais bon, je vais me débrouiller. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais prendre la trace de AM. En fait, je vais plutôt faire comme ça, là. Je vais prendre ici la trace de AM. C'est donc, par définition, la somme des I égale 1 à N, des A, M, EI, quand EI est une base orthonormée. Voilà. Pour l'instant, ça va. Donc, ici, le fait que ce soit une base orthonormée pour le produit scalaire va faire que ça, c'est le coefficient en EI de AMEI. Donc, la somme des coefficients en EI de AMEI, c'est bien la trace. OK. Maintenant, je vais dire que c'est la somme pour I égale 1 à N de MEI à transposer EI. Voilà. Et maintenant, avec Cauchy-Schwarz, c'est inférieur ou égal à M, la somme indice I de 1 à N, de MEI, 2 fois A transposé EI 2. Là, comme M appartient à la boule, c'est inférieur ou égal à la somme pour I égale 1 à N de A transposé EI. Là, pour l'instant, j'ai pris n'importe quelle base orthonormée et j'ai ça. Maintenant, je vais prendre une base orthonormée particulière, c'est-à-dire que A transposé va avoir une décomposition polaire, donc c'est une décomposition polaire généralisée, hein, parce que j'ai jamais dit que A était inversible, donc c'est une décomposition polaire qui n'est pas tout à fait unique. Au niveau du S, c'est unique, mais sinon non. Et donc ça va être égal avec S dans Sn+, pas Sn++, mais Sn+, quand même, et donc ça va être égal à I égale 1 à N de S de EI. Je vais prendre pour EI la base orthonormée correspondant à S. Donc, ce qui va faire que ça va être égal à la somme des lambda I fois 1. Mais comme les lambda I sont positifs, je n'ai pas besoin de prendre la norme ici. Donc, c'est la trace de S. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé que phi de M était inférieur ou égal à la trace de S. Et normalement, je devrais bien avoir que phi de M est strictement supérieur à phi de O, pour ce O-là, puisque O appartient à ON. D'accord? Et que phi délimitait les deux. Donc maintenant, je regarde phi de O, c'est-à-dire je vais regarder phi de O est égal à trace de AO, qui est égal à la trace de OA. Donc, trace de... Ça va être certainement plus compliqué que ce que je pensais, mais c'est pas grave. O et A, je prends la transposée, ça fait S transposé fois O transposé, ici. Donc, c'est la trace, je passe le O de ce côté-là pour avoir l'identité, j'ai la trace de S. Et là, j'ai une contradiction, puisque ça, c'est égal à la trace de S. Voilà. Et là, c'est terminé. Donc, j'ai démontré la réciproque sans utiliser le théorème de Krein-Lehmann. Voilà.